Bonjour tout le monde. Je suis ici ce soir pour vous parler notamment de Boostgraph. C'est une librairie qui travaille sur des réseaux en C++ et plus particulièrement de méthodes de détection de communautés et comment implémenter ça de manière un petit peu générique. Alors qui je suis Arnaud Bechler. Je travaille en ce moment avec la C++ Alliance, mais à la base je suis plutôt généticien. J'ai fait une thèse dans laquelle j'avais commencé à mettre les doigts un petit peu dans des graphes de population spatiale avec des graphes génétiques. Et petit à petit, de fil en aiguille, en fait, j'en suis venu à côtoyer une communauté, pun intended, qui est la suivante. Donc la C++ Alliance, c'est une fondation open source qui cherche à dynamiser l'écosystème Boost. Si vous travaillez en C++, comment? Oh non. C'est mieux là? Ok. Et, euh, et du coup, qui cherche à dynamiser l'écosystème Boost. Et Boost, c'est quoi? C'est un ensemble de librairies qui ont beaucoup influencé le C++ moderne. Donc en ce moment, je travaille surtout avec Jeremy Murphy, qui est le mainteneur principal de Boostgraph, et Joaquin, qui me donne plein de conseils sur mon travail. Donc ce soir, on va voir plein de concepts différents parce que cette problématique, en fait, elle est à l'intersection de pas mal de mondes. Il y a le monde des graphes, le monde des statistiques, il y a un petit peu de C++ évidemment. Et du coup, mon objectif, c'est de donner une intuition des problématiques et que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et merci à tout le monde de m'avoir invité. Merci à Margot de nous accueillir. Du coup, je me demande pourquoi ça. Voilà. La question principale qu'on va se poser ce soir, c'est déjà pourquoi détecter des communautés. La détection de communautés, ça apparaît dans plein de domaines, notamment en fraude fiscale. La fraude fiscale organisée en 2023, c'est presque 500 milliards. C'est le PIB de la Norvège, je crois, et c'est le 30e pays le plus riche. Donc c'est pas du tout anecdotique. Et un des meilleurs moyens qu'on a de les détecter, même si on les détecte souvent trop tard, c'est la théorie des graphes. Alors, du coup, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on représente des transactions bancaires sous forme de graphes. L'idée, c'est qu'on va commencer à regarder un compte A et un compte bancaire B comme sommet d'un graphe. Et entre ces comptes, il y a des transactions qui sont faites, c'est les arêtes du graphe. Et évidemment, une transaction, elle a beaucoup de caractéristiques. Donc, il va y avoir le montant de la transaction, il va y avoir sa fréquence, la localisation géographique, le timing, enfin la date exacte, catégorie de transfert. Donc toutes ces caractéristiques-là, en fait, on peut trouver des fonctions mathématiques qui les collapsent un petit peu et qui les réduisent en quelque chose qu'on peut assimiler à un poids, donc W for weight en anglais. Et l'idée, c'est que le poids de la transaction va être fort si jamais le montant et la fréquence sont élevés, et inversement. Et ça va récapituler un petit peu la force qui existe entre les nœuds du graphe. À une échelle un peu plus grande, si on a un réseau de 20 nœuds, donc de 20 comptes bancaires, on peut voir que ça peut se structurer en communautés qui sont assez visuelles. Là, en bleu, on pourrait avoir par exemple une petite société avec quelques clients, quelques employés et avec des virements qui existent. En vert, on pourrait avoir une petite famille qui fait des virements pour Noël et pour les anniversaires. Et l'idée, c'est que cachés dans le bruit des graphes vont se trouver ce qu'on appelle des anneaux de fraudeurs, des fraud rings, où leur but, c'est en fait de faire circuler de l'argent à l'intérieur de ces communautés. Donc elles sont relativement soudées, elles sont assez denses, et elles vont échanger de l'argent surtout avec elles-mêmes. Donc l'argent, il va circuler sous forme de faux achats, sous forme de sociétés écran, sous forme de transferts en couches à travers différentes administrations, différents pays, différentes juridictions. Et l'idée, c'est de faire tourner suffisamment entre tous ces comptes pour qu'à la fin, on ne sait plus d'où ça vienne et qu'à ce moment-là, ils puissent récupérer de l'argent de l'extérieur via de la drogue ou des crimes ou quoi que ce soit et le réinjecter en achetant un yacht, une mansion ou quoi que ce soit. Donc on voit qu'en fait, il y a un peu une caractéristique, c'est qu'ils sont très denses à l'intérieur, ils ont juste quelques connexions à des comptes bancaires honnêtes. Juste assez pour bouger l'argent de in and out, donc de l'intérieur vers l'extérieur du graphe. Si on compte une mesure un peu naïve, c'est que si on compte les arêtes intérieures et extérieures, là, il y a 14 arêtes à l'intérieur de la communauté et seulement 5 arêtes qui sortent de la communauté. Et ça, cette tension-là, c'est ce qu'on appelle, en théorie des graphes, une communauté. C'est un peu la notion qu'on va adopter.
Du coup, on a des communautés, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe aux frontières intercommunautés. Donc tous les edges là qui clignotent, qu'on regarde les comptes qui sont connectés entre communautés, c'est là qu'il y a des questions intéressantes qui se posent. Par exemple, est-ce qu'on devrait flaguer ce compte bancaire-là comme étant suspicieux? Si on regarde, il a peut-être une connexion, un transfert vers un fraudeur, mais il a quand même des transferts réguliers vers des clients honnêtes. Donc c'est peut-être un client qui a été malchanceux. On n'a peut-être pas de raison de le flaguer. Par contre, sur ce compte-là, lui, c'est quand même un peu plus suspicieux. Il a pas mal d'interactions avec des choses qui ont été flaguées comme fraudeurs, et il a 2 connexions avec des comptes honnêtes. Mais si on regarde la force des transactions, donc le montant des transactions, la fréquence des transactions et les autres caractéristiques mentionnées, si on accumule, si on somme le poids de ces transactions et qu'on fait un petit histogramme, on voit qu'en fait, oui, c'est joli, hein. En fait, on voit que la somme des poids est beaucoup plus forte pour la communauté rouge. Donc le compte est quand même fortement associé à la communauté de fraudeurs et moins fortement associé aux communautés honnêtes. Donc ça, c'est l'idée de ce soir, c'est que si on devait attribuer une communauté à ce petit compte, que ce soit la communauté bleue ou communauté rouge, on hésite. En fait, il suffit de regarder les forces de traction qui les mettent en tension. Et en fait, on voit bien que la communauté rouge a envie de récupérer, de tirer à lui le compte bancaire. Donc ça, c'est l'idée, c'est qu'on va essayer de bouger un compte en l'attribuant aux communautés avec lesquelles il est plus fortement rattaché. Une question qui se pose, et ça c'est un vrai challenge, c'est que là on l'a fait manuellement, on peut faire les calculs. Un réseau bancaire de comptes bancaires, c'est des millions de comptes, c'est beaucoup de chiffres. Comment est-ce qu'on peut automatiser ça? Du coup on fait des algorithmes, et c'est ça qui va permettre d'automatiser. Oui. En fait, ça me fait beaucoup penser en fait, au système de clustering KNN, des algorithmes de type KNN, d'apprentissage non supervisé et de clustering. En fait, pour détection de communauté, ça me paraît aussi Ouais. pertinent. Oui, il y a tout un ensemble de méthodes de détection de communauté. En génétique, il y avait un truc qui s'appelait la délinéation, delimitation. Je pense qu'il y a des compromis différents et ça doit s'adapter à des jeux de données, des formats de données différentes. Mais oui, dans les cas plus proches voisins, c'est qu'en fait, on a un nuage de données. On a des points partout dans un espace à grande dimension et on essaye de trouver les cas plus proches voisins d'un point particulier. Je pense que la différence, c'est que si tu te places dans cette optique des cas plus proches voisins, tu n'as pas forcément de connexion claire entre les points de ton espace, alors que là, on a la topologie. Tout à fait. C'est peut-être la différence. Ok. Ok. Oui. Le fait d'utiliser... Alors d'ailleurs, ça remet... C'est rigolo, ça. Personne n'est épileptique? C'est le câble. Je pense que c'est le câble. Oui, c'est le câble. Alors. Ok. Ça ne bouge plus. Le fait d'utiliser un graphe non orienté pour ce genre de problème, c'est plus parce que ça a des propriétés plus sympas. Oui, t'es en avance de 45 minutes sur la question. Okay. Mais oui, excellente question. On va voir que les graphes, les arêtes, en fait, là, je les ai présentés comme étant non orientés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse juste à une sorte de force entre compte A et compte B, alors qu'en vrai, on sent bien que dans l'idée de transaction, il y a un sender et un receiver. Donc, j'envoie de l'argent de A vers B, et B m'envoie de l'argent de... en vrai, il y a 2 choses. C'est que, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais je suis sûr que tu peux résumer des transferts orientés, tu peux les résumer comme sur une arête non orientée. Et tu pars un peu plus dans le concept du coup de force, à quel point deux comptes sont fortement reliés. Et ça a des propriétés plus sympathiques vis-à-vis des algorithmes et de l'implémentation. On le verra, la méthode de Louvain via la modularité, elle peut faire des maths avec des graphes orientés ou non orientés. Le problème, c'est que, je ne suis pas sûr que ça tienne à travers toutes les métriques qu'on va avoir. Et 2, du coup, ça affiche un joyeux bazar côté implémentation C++.
D'où la raison de... Mais bravo, excellente question. Donc je me souviens plus où j'en étais avant que ça... Hop. Donc ouais, on a besoin d'un algorithme qui fasse ces groupements de manière automatique. Donc ça va être l'algorithme de Louvain. Alors si on imagine ça avec un graphe encore un peu plus compliqué, en fait ce qu'on voit, c'est que si on arrive à identifier des communautés, on a un graphe qui nous paraît un peu plus facilement navigable et compréhensible. Et du coup, chaque communauté, quand on dit communauté, c'est vraiment cette idée elle est dense à l'intérieur et elle n'a que quelques connexions vers l'extérieur. Ça pourrait être un pays, ça pourrait être une ville, ça pourrait être n'importe quoi que l'abstraction en graphe permette. Et il y a un peu le saint graal de l'analyse de données, c'est qu'on aime bien avoir un nombre simple, une métrique simple, qui puisse nous renseigner sur un processus aussi complexe que, par exemple, le groupement d'un graphe en sous-communautés. Et ces nombres-là, c'est en général des fonctions. Et dans notre cas, on va l'appeler Q comme fonction de qualité. Et l'idée, c'est que si on arrive à faire un bon découpage du graphe en communauté, on ait un indice de qualité qui soit bon. Que si jamais on se plante un petit peu, on dégrade le groupement, par exemple, en mélangeant un peu les rouges et les bleus, que l'index de qualité nous renseigne en disant attention, là, on va dans le mauvais sens. Et que si on essaie de récupérer et de remettre du bon ordre, on a de la qualité qui augmente. Et au contraire, que si on commence à oublier complètement la structure du graphe, on perd la communauté, que la qualité dégrade énormément. Donc ça, c'est une fonction de qualité de partition d'un graphe. C'est un gros mot, mais c'est juste le concept qu'il y a derrière. Et on va voir qu'en fait, il y en a plusieurs. La modularité, c'est une des fonctions qui existent. Il y en a une autre qu'on verra. Et voilà. Le problème, c'est que là, quand on voit ces jolis groupements, on se dit visuellement, c'est facile. Et en fait, trouver le meilleur groupement d'un ensemble, c'est pas si évident que ça. On va voir que c'est compliqué. On a besoin d'un petit raccourci intelligent, une manière de naviguer ces groupements. Et puis là, ça va être tout l'intérêt de l'algorithme de Louvain. Ce qui va nous faire nous poser une autre question, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est comment est-ce qu'on mesure à quel point la partition qu'on a du graphe est bonne. Le découpage en communauté, comment on sait qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Pour avoir une intuition, on a ici un petit plot qu'on va qu'on va remplir petit à petit. Populer, merci. En abscisse, on a la partition du graphe, donc ces petits groupements en communauté. On a vu que ce groupement-là, il faisait du sens, donc intuitivement, on a envie de lui mettre une qualité plutôt bonne. On a vu que la mule, quand on la mettait en rouge, ça faisait plus de sens, donc on voudrait que la qualité soit un peu plus grande. Et si on met tout le monde dans une même communauté, là, il n'y a pas de structure. Donc intuitivement, on aimerait bien que la mesure nous renseigne là-dessus en disant c'est proche de 0. Et si tout le monde est dans une communauté différente, c'est tellement en opposition avec l'intuition visuelle qu'il y a un peu ce sentiment anti-communauté. On fait pire que le hasard et la structure est complètement fausse et du coup on a une qualité négative. Donc ça, c'est le paysage qu'on aimerait avoir. Et une des fonctions qui peut capturer cette intuition, c'est du coup la modularité. En termes de points sur l'axe des abscisses, l'idée c'est que en fait, si on échantillonne plein de groupements potentiels des nœuds du graphe en communauté, on devrait pouvoir avoir une vision complète du paysage de la modularité, arriver à sélectionner le meilleur groupement. D'accord ? C'est celui qui maximise la modularité. Et du coup, mais c'est quoi la modularité ? Je vais essayer de vous en faire une présentation aussi superficielle que possible, sachant qu'on pourrait passer 2 heures sur le sujet. L'intuition, c'est je compte les arêtes à l'intérieur de la communauté, et j'y enlève ce que le hasard nous donnerait. C'est un groupement un petit peu random du graphe. Comment ça se formalise un petit peu mieux ? On regarde 2 comptes, I et J, et on lui donne un nombre, AIJ, ça vaut 1 si la transaction existe, 0 si la transaction n'existe pas. On peut avoir, là je te sens venir, donc du coup oui, il y a un cas dans lequel l'arête n'est pas 0 ou 1, mais ça peut être une valeur continue, mais c'est plus compliqué. Et du coup, c'est la petite note que j'ai mis là. Et ce qu'on regarde sur ces nœuds,
c'est qu'en fait, on va se poser la question de qu'est-ce que donnerait un graphe random, un graphe aléatoire. Et pour que le graphe aléatoire qu'on va observer soit un peu quand même similaire au graphe réel qu'on a dans nos données, on va faire une opération un petit peu bizarre, c'est qu'on va couper toutes les arêtes du graphe en deux, et du coup, chaque nœud va avoir comme des petits doigts qui dépassent de chaque nœud. Ça s'appelle des stubs en anglais. Donc on coupe les edges, et celui-là, par exemple, il a 4 petits doigts qui dépassent, et cette quantité 4, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'on va regarder le degré de chaque node. Du coup, on va en faire la distribution, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de combien de nodes dans le graphe ont 2 petits doigts, ont 3 petits doigts, 4 petits doigts qui dépassent, etc. Ça nous donne une distribution qui représente quelque part un peu un invariant de graphe. C'est-à-dire que quand on va reconnecter de manière aléatoire toutes les arêtes, en fait, la distribution des degrés du graphe est préservée, donc ce n'est pas complètement aléatoire non plus. Enfin, c'est aléatoire, mais ce n'est pas complètement chaotique. Et ce qu'on voit, c'est que là, on retrace de manière aléatoire un graphe, en reconnectant tout en préservant les degrés de distribution. En fait, il n'y a aucun graphe qui ressemble à l'original. Et là, on se dit, bon, il y a peut-être autre chose que du hasard, que de la pure chance qui structure les arêtes du graphe. Donc du coup, on peut formaliser un petit peu plus loin en auscultant un petit peu plus le random process, le processus aléatoire. On a dit que les arêtes étaient reconnectées en fonction des stubs. Donc là, on a le petit node I et le petit node J. On regarde leur degré, KI et KJ. Donc KI, c'est égal à 3 pour le premier, 2 pour le second. Et on peut se dire intuitivement que la probabilité de les reconnecter, elle augmente avec le nombre de petits doigts. S'ils ont 1000 doigts, ils ont de grandes chances d'être reconnectés à un moment. Et quelque part, cette probabilité, avec plein de dérivations mathématiques qui existent out there, on peut montrer que c'est KI, KJ sur 2m, et 2m, c'est la somme de tous les degrés du graphe. Donc ça, c'est ce petit facteur de chance. C'est une petite pénalité qu'on va voir, qu'on va appliquer. Ce qu'on cherche à voir, c'est si on est en train de faire mieux ou moins bien que l'aléatoire. Et pour ça, on reprend le petit nombre AIJ qu'on avait, ça peut être 1 ou 0, et on lui soustrait cette petite pénalité. Si la différence est positive, ça veut dire qu'on a plus d'arêtes que attendu au hasard. Si on s'intéresse à cette différence, une autre manière de le voir, ça serait de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si le groupement qu'on a est complètement faux, et défie complètement notre intuition? Par exemple, dans le graphe initial, si on disait tout le monde est bleu, en fait, ce qu'on voit là, c'est que tout le monde est dans une même communauté, mais aussi en étant dans cette même communauté, quand je vais prendre 2 nœuds au hasard dans cette communauté, vu que le graphe n'est pas dense, il n'y a pas une connexion de tous les nœuds du graphe vers tous les nœuds du graphe, la plupart du temps, ces 2 nœuds au hasard ne vont pas avoir d'arête. C'est-à-dire que le terme AIJ va valoir 0, ça veut dire que AIJ moins la petite probabilité, ça va être une quantité négative. Et quand je vais prendre comme ça toutes les paires du graphe, enfin toutes les paires de la communauté, je vais accumuler des pénalités négatives. Et c'est ça qui va me dire, oula, là on commence à avoir beaucoup de pénalités, c'est peut-être pas un très bon découpage en communauté. Et du coup, ça va être inférieur à 0. La somme va être inférieure à 0, c'est une mauvaise partition du graphe. En revanche, si on avait une vraie communauté, oui. Du coup, ça veut dire que en fait, tu fais ton découpage en communauté et après, tu vérifies sa validité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que et c'est une des questions que je m'étais posée avec cette présentation, est-ce que j'aurais pas mieux fait de commencer par présenter l'axe des abscisses avant de présenter celui des ordonnées? À un moment, je m'étais dit que ça flowait mieux, mais oui, en fait, la donnée d'entrée, c'est à la fois le graphe, la topologie, les poids des arêtes, et aussi le découpage en communauté, qui est la partition du graphe. Oui, c'est ça. Et du coup, si on regarde un petit peu quelque chose qui ressemble à une communauté un peu plus valide, qui était la bleue, en fait, cette communauté-là, sa définition, c'est qu'elle est plus dense que le reste du graphe. En gros, elle est plus dense localement. Donc là, quand je vais regarder 2 nœuds au hasard, ils ont quand même plus de chances de valoir 1. Enfin, l'arête a plus de chances de valoir 1. Et là, je vais encaisser un gros bénéfice. Alors, même s'il y a de temps à autre 2 acomptes dans la communauté qui n'ont pas de transaction, les bénéfices vont l'emporter. Donc la somme totale va avoir tendance à être positive. Et ça nous donne l'intuition de « ok, ça c'est une bonne communauté, on a quelque chose d'un peu dense ici ».
Ça, c'est un bout de modularité. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'il nous faut un terme pour ignorer tout ce qui se passe à la frontière intercommunauté. Donc, tous ces edges-là, tous ces arêtes, elles doivent dégager. La manière dont on s'y prend, c'est qu'on va définir une petite valeur delta qui va valoir 1 si les deux nœuds que j'ai prélevés sont dans la même communauté et 0 si ça ne l'est pas. Et du coup, on le met en produit de la différence et puis ça annule automatiquement la différence. Et maintenant, on va faire ça pour toutes les paires de vertex du graphe. Et puis, tu fais une somme, après tu normalises. Et ça nous donne la modularité au sens de Newman-Girvan. Donc voilà, ça c'est l'intuition. En termes de distribution des valeurs, si c'est supérieur à 0, ça veut dire que les communautés vont avoir tendance à être plus denses que ce que le hasard, le processus aléatoire nous donnait. Puis autour de 0, c'est que ce n'est pas beaucoup mieux que le hasard. Et inférieur à 0, c'est qu'on a ce sentiment anti-communauté, c'est qu'on a un groupement qui est complètement en contradiction avec l'intuition, entre guillemets. Donc ça, c'est bien. On a l'axe des ordonnées, maintenant l'axe des abscisses, qui est l'ensemble des partitions. C'est-à-dire qu'il nous faut quelque chose pour... on a la fonction de transformation, qui transforme le graphe et le découpage du graphe en modularité. Mais maintenant, c'est quoi en fait cet espace? Donc le domaine de la fonction. Chaque point, c'est un découpage, une séparation, une partition des vertex du graphe. Et donc, l'axe des abscisses, c'est l'ensemble des partitions des vertex du graphe. Je ne sais pas s'il y en a qui font un petit peu d'optimisation, mais c'est le moment de froncer le sourcil, parce que si je demande si on peut les énumérer, c'est que ce n'est pas très bon signe. Est-ce qu'on peut énumérer cet ensemble? Parce que si on pouvait l'énumérer, ce serait facile. Il suffirait d'aller chercher tous les découpages possibles du graphe, de calculer la modularité, et à la fin, on a tout l'info disponible, on prend juste le découpage qui nous donne le maximum. Oui, c'est très naïf, mais il y en a qui essayent, moi en test par exemple. Donc on se demande il y a combien de manières de découper ce set de vertex. Si on avait 2 vertex dans le graphe, il y aurait 2 manières. 3 vertex, on a déjà 5 groupements possibles. Si on a 4 vertex, on a 15, je crois. Et ce chiffre-là grandit, déjà avec 5 vertex, ça ne tient plus sur la diapo, il y a 52 manières de grouper ça en communauté. Ce nombre-là, c'est le nombre de Bell, il explose extrêmement vite. Avec un graphe raisonnable de 100 comptes bancaires, on a déjà plus de manières de les grouper que du nombre d'atomes dans l'univers observable. Autrement dit, non, on ne peut pas les énumérer. Donc il va falloir un moyen un petit peu plus intelligent de se déplacer sur cet axe des abscisses. Et ça, c'est en fait ce que l'algorithme va faire. L'idée, ça va être de partir d'un découpage pas trop mauvais de départ et de faire des petites modifications locales, d'optimiser localement en se déplaçant intelligemment, de telle manière à ce que la modularité soit toujours améliorée. Et ça, c'est ce que fait l'algorithme de Louvain. Donc voilà. Donc la partition de départ, généralement, on utilise des singletons. C'est-à-dire que chaque nœud ait sa propre communauté. Et ce que l'algorithme va faire, c'est essayer de voir pour chaque nœud comment est-ce qu'on peut l'associer peut-être à une communauté de ses voisins si ça améliore la qualité, la fonction de qualité. Et donc là, on voit que ça commence à s'agglomérer, il y a tout le monde qui rejoint ces petites communautés, jusqu'au moment en fait, où on n'arrive plus à avoir de mouvements possibles qui améliorent la qualité. Et dans ce cas-là, ça clôt la phase 1 de Louvain et on passe à la phase 2. La phase 1, ça s'appelle l'optimisation locale. La phase 2, c'est l'agrégation. On agrège toutes ces nodes de même communauté en un supernode. Ce qu'on voit ici, c'est que toutes les transactions intra-communauté à l'intérieur de la communauté deviennent des self-loops, donc transactions de soi-même vers soi-même. Et pareil avec les intercommunautés. Et ça, en fait, on va le répéter cette alternance de phase 1, phase 2, plusieurs fois. Louvain est un algorithme hiérarchique. On va découvrir des communautés de communautés de communautés. Avec un graphe un peu plus grand, c'est plus visuel. Donc le multilevel Louvain, il va faire ça. Il va commencer avec la partition de départ. Il n'y avait pas assez de couleurs, je pense. Mais du coup, tout le monde est dans sa petite communauté. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle des passes. Donc une passe, c'est qu'on va, quand je disais que chaque node essaye de trouver la communauté de son voisin avec laquelle il fit le mieux, c'est qu'en fait, on va faire des itérations le long des vertices du graphe plusieurs fois. Et chaque itération sur tous les vertices du graphe, c'est une passe. Donc c'est le petit truc que vous voyez ici, le petit graphe. Et on regarde à chaque passe quel est le gain en qualité qu'on a. Donc là, si on est en train de faire des passes, on a un gain qui diminue parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des moves intelligents qui augmentent la qualité, jusqu'au moment où on se tape un mur.
c'est-à-dire que soit qu'on a atteint un gain, une différence de gain qui soit 0, soit que ce soit inférieur à un seuil qu'on s'est fixé, un seuil epsilon. Mais là, on se dit, bon, ben, on n'est pas trop mauvais, on n'arrive plus à converger, à améliorer la modularité beaucoup plus. Donc, on va mettre un stop à cette phase d'optimisation locale. Et on passe du coup, alors on a découvert 9 micro-communautés, c'est un niveau de détail intéressant. Et on peut se dire, bon, bah maintenant, on collapse tout le monde, on fait l'agrégation, et on va faire la deuxième passe. Donc l'agrégation, encore, comme je disais, tout le monde devient un supernode. Ça simplifie un petit peu les relations des arêtes. Et on refait la même phase, on fait une phase d'optimisation locale. Et là, pareil, vous allez voir les nœuds qui vont changer de couleur et tout le monde qui essaye encore de trouver le meilleur voisin. Et avec des passes qui diminuent en gain à chaque fois, jusqu'à ce qu'à nouveau, le gain s'effondre, on tape de nouveau le mur du epsilon, et on se dit, bon, bah, c'est bon, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Et là, on a découvert 3 mésocommunautés, le bleu, le rouge et la verte. Et puis du coup, ben, l'étape finale, il n'y a plus grand-chose à faire. Là, on voit que on va collapser tout ça en 3 communautés. Et on peut se dire que ça, c'est peut-être un bon découpage du graphe. Sachant que, là, ça sera peut-être un peu important pour la suite, gardez à l'esprit que quand on dit dans ce niveau final, on garde en mémoire un petit peu combien de nœuds du graphe initial ont été collapsés dans ces communautés. C'est comme ça qu'on peut revenir en arrière en disant « Ah oui, dans la communauté bleue, il y avait toute cette partie-là du graphe et la rouge, toute cette partie-là. » Et du coup, on a découvert en fait hiérarchiquement des communautés de communautés de communautés. L'important, c'est que là, on voit sur cette diapo l'importance des 2 seuils epsilon. En fait, il y en a 2. Il y en a un qui contrôle le nombre de passes, donc le nombre d'itérations sur les vertex du graphe. Si on avait un epsilon qui était un peu plus grand, un peu plus tolérant, un peu plus stringent, pas du tout tolérant, qui était plus petit, en fait, ça forcerait l'algorithme à itérer encore plus longtemps sur les vertex du graphe pour trouver des gains de plus en plus petits. Donc c'est ça qui va driver les performances. C'est-à-dire que si on fait un epsilon de 0, c'est possible, mais l'algorithme va durer très longtemps. Et si on veut dégrader l'epsilon, c'est possible aussi, ça tournera plus vite, mais la qualité de la partition ne sera peut-être pas la même. Et puis l'autre epsilon, on n'en parle pas trop, mais c'est celui qui contrôle le nombre de niveaux hiérarchiques qu'on découvre. Autrement dit, est-ce qu'on s'arrête à des mésocommunautés ou est-ce qu'on s'arrête une fois qu'on n'a que... Donc voilà. Ça, c'était une autre manière de voir Louvain. Je vous ai parlé de l'axe des ordonnées qui était la fonction de qualité. On prend une partition, on a un graphe, on a des poids le long des arêtes, on peut calculer une fonction de qualité. Je vous disais, on peut utiliser la modularité de Newman-Girvan, mais ce n'est pas la seule manière de le faire. Pourquoi ce n'est pas la seule manière de le faire? Parce qu'en fait, tout le monde est venu avec ses petits critères et ses petites formules mathématiques pour calculer des choses qui mettent en lumière différents aspects, on va dire. Ce que j'aime bien avec Goldberg et qui fitait particulièrement bien dans la présentation ce soir, c'est que ça donne une vachement bonne intuition des compromis d'implémentation qu'il va falloir prendre. Parce qu'en plus, Goldberg est vachement simple. Alors, que fait la densité de Goldberg? Elle part du concept de densité en termes de matière. Ça s'intéresse aux régions dans lesquelles la matière est plus condensée. Comment on définit des régions dans lesquelles il y a des petits volumes qui contiennent beaucoup de matière. Ça, c'est dense. Du coup, on a une masse qui est haute dans des petits volumes, densité élevée. Ça, en fait, ça fit très bien dans ce qu'on essaye de faire avec les graphes. Il suffit de trouver une manière de représenter la masse et le volume en termes de caractéristiques du graphe. Si on commence à dire que le volume, c'est un petit peu le nombre de nodes dans les communautés du graphe, dans ce cas-là, on peut, pour chaque communauté du graphe, commencer à compter combien il y a de nodes, et ça nous donne une taille de communauté qui est ici similaire à un volume. On peut le représenter de cette manière. Et puis après, on se dit, maintenant, dans chaque communauté, à l'intérieur de chaque communauté, quel est le poids des transactions, des arêtes de la communauté? Pour ça, il suffit encore une fois, on dégage toutes les arêtes intercommunautés, et on va sommer, on va faire la somme, tout simplement, des arêtes intra-communautés. Ça va nous donner un deuxième histogramme qu'on peuple, et ça, c'est les données que va manipuler Goldberg. Tout à l'heure, on disait, alors oui, on peut l'illustrer comme ça, maintenant la question c'est quelle est la tension, la relation entre cette masse et ce volume, l'espace vide là qu'on voit, c'est quoi?
En fait, c'est la densité. Il suffit de diviser ce qui est assimilable à une masse par ce qui est assimilable à un volume, ce qu'on va faire là. Et puis, on a tout simplement, par communauté, une relation qui nous renseigne sur la densité locale des communautés. Celle-là, elle est relativement dense parce qu'elle a une grosse masse dans un petit volume. Celle-là, elle est relativement pas dense parce qu'elle a une petite masse dans un grand volume. Et la formule mathématique, c'est celle-là. Moi, plutôt que les maths ici, moi, ce que j'aime bien, c'est regarder comment est-ce que changent ces barres d'histogramme quand on va aller dans le processus de Louvain, dans l'algorithme. On a vu que le Louvain essayait de maximiser cette densité, n'importe quelle fonction de qualité en fait, via des moves locaux, des petits mouvements locaux. On avait la mule qui est citée entre la communauté bleue ou la communauté rouge. En fait, on va voir qu'il y a un processus un peu pareil ici. Enfin, c'est le même processus en fait, c'est juste la fonction qui diffère. Donc on va regarder le nœud, je n'ai pas de pointeur laser, mais vous allez le voir, celui-là. Qu'est-ce qui change si on l'affectait à la communauté rouge des fraudeurs versus la communauté bleue? Si on le met dans la rouge, on voit toutes les barres qui explosent. Si on les met dans la communauté bleue, c'est les barres bleues qui changent. Donc on voit qu'il y a un peu deux étapes. C'est un, je l'enlève de la communauté bleue, ça fait baisser les barres de la communauté bleue. Je le mets dans la communauté rouge, je le réaffecte à une communauté, ça fait changer les barres rouges. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 barres qui changent à chaque mouvement. Ça, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas en train d'impacter toutes les données de toutes les communautés, de tout le graphe. C'est ça quand on parle de localité, c'est que ça va être hyper efficace si on arrive à trouver un moyen de le faire intelligemment. Donc là, c'est l'opération de remove. On enlève le nœud de mule, enfin la mule, on l'enlève de sa communauté bleue. Donc on détache les arêtes de la communauté bleue. Il y a in et w qui décroissent. Et c'est du pseudocode qui nous donne un petit peu l'intuition de ce qu'il va y avoir derrière en C++. Et quand on l'insère dans sa nouvelle communauté, les arêtes se réattachent et in et w réaugmentent. Et du coup, ça nous donne une idée de ça peut se faire en O1. On est en train de toucher à seulement deux quantités, on n'est pas en train d'impacter tout le graphe. Ça nous dit aussi comment est-ce qu'on pourrait stocker ces quantités en programmation. C'est-à-dire que quand on calcule le gain du mouvement, c'est ce petit delta f, ne faites pas attention au L et au S, on va en parler juste après, mais quand on le calcule, on est en train de toucher seulement ici pour la barre verte et à la community size de la communauté verte. Autrement dit, on est en train d'accéder en lecture à seulement 2 quantités. Et à chaque fois qu'on veut calculer le gain, on accède aux 2 mêmes quantités. Ça veut dire que si on choisissait de représenter ces histogrammes en structure of array ou array of struct, il y a un compromis qui commence à s'éclaircir un petit peu. Si on choisissait une structure of arrays, on aurait 2 cache miss, c'est-à-dire que si on représentait les community weight dans un vecteur et le community size dans un autre, au moment de calculer la formule, il faudrait aller piocher chez l'un et puis chez l'autre, et on taperait dans 2 régions mémoire différentes, donc c'est peut-être pas la bonne solution. En revanche, si on commence à les représenter sous un array of struct, qu'on regroupe l'information par communauté, dans ce cas-là, on peut facilement accéder à in et w de la même communauté et le regroupement est plus efficace. Donc ça gardez-le parce que ça veut dire que l'état de la communauté, le community state, c'est peut-être une petite structure qui vit sa vie toute seule. Elle n'est pas dans un grand array avec tout le monde. Et une autre caractéristique intéressante, c'est que quand on fait un scan, quand on s'intéresse à la mule et qu'on essaye de dire, pour l'instant tu es dans la communauté bleue, mais est-ce qu'on ne pourrait pas te donner une meilleure communauté? On est obligé d'ausculter tous les voisins. En fait, dans ce scan des voisins, il se trouve que quelles que soient les fonctions de qualité, il semblerait qu'on accède tout le temps au même nombre, aux mêmes quantités. Et c'est ce qu'on va voir parce que c'est ça qui va nous donner une idée de l'interface minimale. Alors, qu'est-ce que ça calcule, ce scan? Ça va calculer le poids de la communauté, des communautés adjacentes. Donc là, le poids des communautés bleues, le poids des communautés rouges, le poids des self-loops, des relations de soi-même vers soi-même. Collapse, on disait que c'est dans les niveaux hiérarchiques plus élevés, quand il y a un supernode qui est devenu agrégé, cette quantité est importante aussi.
Et le weighted degree, c'est une quantité aussi qui est importante. Bah ça, quand on scale d'abord les voisins, on peut updater ces quantités. Et ce qu'on va voir, bah, c'est qu'une seule passe nous donne toute l'information dont on a besoin, et que surtout, il semblerait qu'il n'y ait pas de qualité de fonction de densité qui n'ait pas besoin de ces comment dire. Toutes les fonctions de densité ont à minima besoin de ces quantités-là. Goldberg n'a pas besoin de WD, on l'a vu, il y avait un S et un L, mais par contre Newman-Girva a besoin de WD, mais pas de collapse. Et du coup, ça veut dire que si on arrive à fournir à tout le monde la même interface à ces quantités, on a quelque chose qui commence à ressembler à une approche générique. Et du coup, quand on va gratter un peu plus loin, ces différentes... Toutes les fonctions de densité, leur état, les informations qu'elles manipulent ne sont pas limitées à celles-là. Il y a plein d'autres informations. Il faut chercher un moyen de les structurer un petit peu intelligemment. Et c'est ce que je suis en train de faire. Là, ce que j'ai implémenté n'était pas assez intelligent. Ça, c'est en train de converger vers quelque chose peut-être d'un peu mieux. On a ce qui est la configuration utilisateur, qui est en fait juste la paramétrisation des fonctions de qualité. Chaque fonction de qualité peut venir ou pas avec un petit paramètre qui ajuste son comportement. Par exemple, la résolution, dans la modularité, je ne l'ai pas montré, mais c'est un petit paramètre gamma qui ajuste un petit peu le comportement. L'idée de le mettre dans cette couche configuration utilisateur, c'est que je peux injecter cette info au moment où j'instancie ma fonction de qualité. Je fais Goldberg, parenthèse 3, et ça me donne une fonction de Goldberg paramétrée avec le bon paramètre. Et ça pourrait vivre comme un membre de ma structure. Et c'est constant, donc c'est seulement 7 au moment de la construction. L'interface algorithmique, on vient de le voir, c'est ce scan par voisin. Et c'est là où on va retrouver toutes les quantités qui en fait doivent être passées à la formule finale. La formule finale, c'est elle qui agrège toutes les données qui ont été éditées par insert et remove. Et ça, normalement, c'est relativement générique. Là où je suis beaucoup moins confortable, c'est sur tout le reste, parce que ça, c'est un peu le garbage collector, parce que c'est plein de quantités qui vivent un petit peu dans le contexte de l'algorithme. L'invariant, il n'est pas clair, la durée de vie, ça semble exister seulement une fois par niveau hiérarchique. Et puis, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. J'aime pas beaucoup ce niveau, c'est ce que je suis en train de gratter dans un papier. La fonction prépare, ça semblerait être une interface intéressante. On aurait chaque fonction de qualité qui appelle une fonction prepare, on lui donne tout ce dont elle a besoin, et c'est là la vraie question, de quoi elle a besoin, et ça nous fabrique un petit objet contexte comme ça, qu'après, de manière interne, elle peut manipuler. Donc si on arrive à grouper les choses de cette manière-là, on a gagné. Pourquoi j'ai à la fois bon espoir pour le premier, le deuxième, et puis je suis un peu moins optimiste pour le troisième, c'est qu'en fait, dans un article de Campicoto en 2014, ils ont sorti un listing de 10 fonctions de qualité avec une idée qu'ils pouvaient peut-être se conformer à une interface, qui en fait, ça ne tient pas en programmation générique C++. Mais si je les groupe dans un tableau, ça semble coller pour le premier, c'est-à-dire qu'on a toutes les fonctions de qualité qui peuvent avoir un petit paramètre. Ça semble coller pour le deuxième. On a toutes les fonctions de qualité qu'ils énuméraient qui ont besoin manifestement des mêmes quantités. Par contre, pour le contexte, il y a beaucoup plus de bruit. Et donc là, moi, j'ai un peu une sensation de n'importe quoi dans la couche contexte. Et ma peur, si je fais juste avec ça, ça peut marcher. Par contre, ma peur, c'est que si quelqu'un vient avec un 11e critère, une 11e fonction, je me dis, mais dans ce cas-là, est-ce que ça ne va pas faire une cinquième colonne dans la 3e couche? C'est un peu la peur. Bon, à voir. Donc voilà, ça c'est l'idée des fonctions de qualité avec des interfaces peut-être un peu génériques. Maintenant qu'on a bien compris l'algorithme et les fonctions de qualité et la partition et qu'on a un peu le contexte, comment est-ce qu'on commence à aller intégrer ça dans une bibliothèque générique? Alors pourquoi bibliothèque générique? Parce que en fait, les représentations des graphes, on va voir qu'elles varient. L'algorithme de Louvain, il y a plein d'implémentations qui existent, elles n'ont pas forcément les mêmes représentations de graphes. Une bibliothèque qui a essayé de résoudre ce problème, c'était la bibliothèque Boostgraph Library, où ils sont venus avec des interfaces relativement génériques. L'idée, c'est qu'on définit un algorithme et on peut y injecter n'importe quelle représentation de graphe qui répond à quelques contraintes.
Donc Boost Graph, c'est ça l'idée. Alors, pourquoi je disais représentation d'un graphe? Parce qu'on a plein de niveaux de compréhension d'un graphe. On a le niveau visuel. Là, on a plein de nœuds connectés par plein de traits. Les nœuds peuvent avoir des numéros, les traits peuvent avoir des petits poids. Mathématiquement, déjà, on voit que c'est défini un petit peu différemment. Un graphe est un ensemble de vertex et un ensemble d'edge, enfin d'arêtes. Les deux ont une cardinalité qui sont différentes. Un ordinateur, il ne raisonne pas trop avec des ensembles. Il faut stocker ces informations. Et une manière bourrine de stocker l'information, mais qui est aussi dans tous nos livres d'école, c'est la matrice d'adjacence. Vous sentez venir le deal. Donc on va prendre chacun des vertex du graphe, on va mettre les vertex en colonne, les vertex en ordonnée, et puis chaque fois qu'il y a une transaction entre les deux comptes, on va remplir petit à petit la matrice. Ça marche, par contre la matrice elle est à 80% vide. Pour ta question, oui, ça marche aussi si jamais il y a des edges qui sont directed, et j'ai même fait une slide pour ça. C'est-à-dire que là-dedans, ça peut marcher si jamais mon transfert de A vers B n'est pas égal à mon transfert de B vers A. Bon, la matrice d'adjacence permet de représenter cette différence. Par contre, si c'est indirected, c'est-à-dire que c'est la même chose, on peut essayer de gagner un petit peu d'espace en disant c'est symétrique, je n'ai pas besoin de la moitié du stockage, donc je divise mon espace de stockage par 2. Mais le problème reste quand même à moitié aussi violent. Et surtout, le vrai coup, c'est que tous les algorithmes, ou presque, à chaque fois, quand on traverse un graphe, on a besoin de s'orienter dedans. Il faut forcément ausculter les voisins de chaque nœud. On essaye d'itérer sur le voisinage d'un node. Et bien ça, là, on est en train d'itérer sur beaucoup de cases vides. Donc on se voit bien que ce n'est pas forcément efficace ni en mémoire, ni en runtime. Ce qu'on va faire, du coup, c'est on va essayer de contracter tout ça. C'est la liste d'adjacence. Et dans ce cas-là, on liste seulement les voisins du graphe. On a une meilleure utilisation mémoire. Et c'est surtout que quand on va commencer à itérer, du coup, on peut itérer seulement sur les voisins. Si on avait que ces deux représentations, ce serait trop facile. Il y en a une troisième, il y en a sans doute d'autres. C'est le compress parse throw. L'idée, ça va être de tout flatten, tout aplatir encore plus. Comme je n'avais pas la place sur l'écran, on va seulement s'intéresser aux premières communautés. Ce qu'on va faire, on va mettre tout le monde dans un seul arrêt linéaire. Et la manière, ce qui va représenter les voisins, et la manière de le lire, si on regarde le vertex 0, c'est qui ses voisins? C'est 1 et 2. Le vertex 1, c'est qui ses voisins? C'est 0, 2 et 3. Et on remplit comme ça l'arrêt du CSR. On commence à sentir qu'il y a une information qui manque là pour s'orienter de manière intelligente là-dedans. C'est où est-ce que chaque slice commence et s'arrête. Du coup, il y a un deuxième arrêt qui vient en renfort et qui nous dit pour le V0, en fait, il commence à 0 et où est-ce qu'il s'arrête? C'est le deuxième élément. C'est l'information qu'on voit là, et c'est un peu un itérateur en fait, c'est vraiment begin et end. Et du coup, le V1, enfin le vertex 1, il commence ici, et où est-ce qu'il finit? Il finit à 5, etc. Et c'est comme ça qu'on lit le CSR. On a une très bonne localité en cache, c'est vachement intéressant. Il y a un trade-off, un compromis deux fois un petit peu massif à faire, c'est qu'en fait, on ne peut pas modifier cette représentation, il faut la reconstruire from scratch. C'est-à-dire que c'est très bien pour travailler sur des graphes qui ne sont pas mutables. Parce que si on commençait à rajouter des voisins au milieu, etc., on perdrait un petit peu l'avantage du truc. Donc, tout ça, il y a des compromis. Ces compromis-là, ils sont navigables assez facilement. La matrice est assez souvent pas bien. C'est bien pour des graphes très denses et directed. La liste d'adjacence, au contraire, c'est un bon compromis général. Si vous ne savez pas quel type de graphe choisir, prenez une liste d'adjacence. Et puis le CSR, c'est bien si jamais vraiment vous êtes garanti que vous n'allez jamais modifier votre topologie. Il y a aussi le fait que dans les bibliothèques génériques comme Boost et puis BoostGraph, on n'aime pas les compromis, c'est-à-dire qu'on n'aime pas faire des choix que les utilisateurs n'ont pas demandé. C'est-à-dire que la bibliothèque va pas choisir un compromis pour vous. C'est à vous d'injecter votre compromis. Du coup, ça fait que ça va devenir un petit peu compliqué parce que dans l'algorithme qu'on s'apprête à implémenter, il faut pouvoir y injecter une matrice d'adjacence ou une liste d'adjacence ou un CSR. Qu'est-ce qu'il y a? Il reste 20 minutes. Non, je plaisante. Mais on commence à voir le deal du... OK. Oui, pardon.
Ouais, quand tu dis que le CSR, la localité est optimale, il y a quand même un truc que je vois pas dedans qui est que l'ordre des nœuds dans le CSR est celui qui a été entré au début, mais il n'y a rien qui fait que des nœuds connectés seront proches à l'intérieur de ton grand tableau. Que des Tu vois nœuds ce que je veux dire? fortement connectés, oui, c'est possible. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'optimiser encore plus le CSR, c'est-à-dire je ne sais pas par quel algo magique et tordu, de déterminer l'ordre dans lequel on met les éléments dans le CSR de façon à assurer une meilleure localité de cache qu'un CSR qui serait rempli dans un ordre aléatoire. Pour les voisins, ce qu'il faut, ça me fait penser, si tu fais ça, il faudrait limite dans la représentation de la liste d'adjacence, peut-être que tu déplacerais les vertex pour avoir ceux qui ont le plus de voisins d'abord, ou ce genre de... Non, parce qu'il faudrait... Non, parce c'est que c'est différent, pas, c'est c'est pas différent, ce oui, qu'on a le oui, plus oui. de voisins, c'est Oui, encore plus plus de voisins. si tu le représentes graphiquement, si Ouais. tu fais ça, c'est pas rentable. Ouais. Si tu fais plutôt cela, puis cela, puis cela, c'est plus rentable. Donc, d'un certain point de vue, ce serait presque déjà une première partition du graphe qui aurait pour but de remplir un D'optimiser, CSR de manière optimale pour mieux optimiser le cache. Alors, j'ai pas la réponse à ta question, Ouais. mais je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui a eu cet instinct foireux et qui a écrit quelque chose dans la littérature. D'accord. Et j'irai chercher en vrai. T'as la réponse, toi? Aucune idée. Ok. Quelqu'un a la réponse? Ok. C'est juste que voilà, quand tu as dit que c'était optimal, j'ai eu l'impression Oui, qu'il y avait peut-être un truc à gratter encore plus en fait. C'est juste ça quoi. Oui, oui, oui. Ben, j'irai chercher, je te dirai. Ça fera un quatrième représentation à faire rentrer dans l'algorithme. Merci. C'est la même représentation au final. Oui, c'est la même interface. Oui, oui. Ok. C'est dans la numérotation. Ouais, faut noter de manière. Merci. Bah, du coup, sur ces trois représentations-là, sachant que, comme on vient de le voir, il suffit que quelqu'un vienne avec une idée d'optimisation et on a une quatrième représentation, d'où l'importance d'avoir des algorithmes génériques. BoostGraph, il vient avec ces trois formats pré-remplis. Donc, on a Adjacency Matrix. On lui passe un petit selector, S pour selector, je sélecte le format undirected. Adjacency List, on peut customiser comment est-ce qu'on représente le stockage interne avec des sélecteurs de VecS, ListS et setS. Chacun vient avec ses propres compromis, etc. Et on a le CSR. Du coup, comment on écrit du code qui marche avec tout le monde? Ça demande de s'intéresser aux primitives de la Bootstrap Library. On a pas mal de free functions, mais qui vont permettre des opérations atomiques. On peut demander le nombre de vertex d'un graphe, on peut demander le nombre d'arêtes d'un graphe, on peut itérer sur les vertex du graphe, on peut itérer sur les edges, sur les arêtes du graphe, et puis on peut demander pour un nœud donné toutes les arêtes sortantes, et pour le même nœud, toutes les arêtes rentrantes. Et deux choses, c'est que si on a un graphe et une arête, on peut demander la destination, donc à qui j'envoie l'argent, et on peut demander la source et qui c'est qui a envoyé l'argent. Avec ça, on peut déjà faire plein de choses. Il y a un avantage au full function relatif au fonctionnement en termes de généricité, j'en parlerai pas trop. Mais si on devait implémenter un algorithme très naïf qui traverse le graphe, on pourrait faire comme ça, on injecte un type de graphe, donc l'algorithme lui-même ne fait aucun pari sur le type exact, c'est un type template. On injecte le graphe comme argument template et on lui dit on commence à itérer sur les vertex et avec ça tu récoltes des edges en allant sur les edges sortants, sur les arêtes sortantes et tu visites la target de l'arête que tu es en train de visiter. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu quelles seraient les signatures génériques. Oui. C'est quoi l'intérêt de faire des fonctions libres plutôt qu'avoir une classe mère sur laquelle on implémente? Alors une classe mère au sens de héritage et... Une interface libre sur laquelle on a les fonctions pas implémentées que tu implémentes quand tu veux faire un nouveau graphe. Ok, tu parles de polymorphisme au runtime. Ok, ça c'est... comment dire il y a deux compromis qui viennent. Le premier, c'est que si tu fais de la généricité, si tu fais du polymorphisme de cette manière-là, tu es en train de lier tous tes types à la même hiérarchie de types. Ça veut dire que... alors, ça ne répond pas directement à ta question, mais par exemple, la STL, quand elle a besoin de généricité, si jamais elle utilisait de l'héritage, elle ne pourrait pas généraliser sur les types primitifs. Il y a cette idée
Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est la table virtuelle. Quand tu fais du polymorphisme runtime, tu as des problèmes de performance. Pas forcément, ça dépend des TOC, des benchmarks, etc. C'est l'idée générale. Et pour les fonctions membres spécifiquement, c'est que tu peux toujours, si ce n'est pas une fonction membre, tu peux toujours venir avec une overload, une surcharge de ta fonction libre qui marche pour ton type spécifique, alors que dans l'autre sens, ce serait beaucoup plus tricky. Donc ça répond à ta question? Cool. Donc oui, et une autre abstraction de la BGL qui n'est pas forcément très confortable, c'est comment est-ce qu'on attache des données aux membres du graphe. Autrement dit, si je devais représenter la communauté d'un vertex, c'est pas aussi simple que de dire mon vertex 1, sa communauté c'est A. Pourquoi? Parce que si on faisait le choix de dire on va stocker tout ça dans des vecteurs, qu'on écrit un algo générique sur type de graphe, mais qu'on commence à lui dire qu'il prend dans sa signature un vecteur d'entier, en fait on est en train de complètement verrouiller l'implémentation en lui disant qu'il a besoin d'un vecteur. Et dans ce cas-là, la question c'est qu'est-ce qui se passe le jour où l'utilisateur n'a pas un vecteur, mais un array ou voilà, un in-place vector. D'où l'importance d'avoir des bibliothèques génériques. Mais ça fait une interface forcément un peu plus abstraite et un peu moins confortable. L'idée de l'utilisation des property maps, c'est qu'on alloue un storage, donc ici un vecteur de int, de la taille des communautés, de la taille du graphe. Ensuite, il faut faire un mapping, et ça c'est pas très intuitif, mais un mapping pour chaque vertex du graphe, il faut lui donner un indice. Et ce qui n'est pas intuitif, c'est qu'en fait, dans les représentations de graphes, selon celle qu'on choisit, quand on a un descripteur d'un vertex, ce n'est pas forcément quelque chose qui ressemble à un entier ou à un index. Et du coup, des fois, il faut faire ce mapping en disant, là, j'ai un descripteur, j'essaye de lui associer un index, et après, avec cet index, je peux m'y retrouver dans mon vecteur de communauté. Donc, ça vient en 3 temps. Donc voilà, quand vous manipulez des vertex avec Bootstrap, vous ne dites pas que vous pouvez indexer un array avec ça. Et puis à la fin, on a cette community map dans laquelle on a une interface qui s'appelle get et put, oui, j'allais dire push, et ça permet de lire la property map et de remplir la property map. C'est vraiment un petit wrapper, une petite interface. Et le BGL Toolkit, c'est un peu ça. On a un algorithme qui est presque un squelette vide ultra générique avec des templates dégueulasses partout, mais avec des petits points qui sont les primitives qu'on a vues. Avec les vertex du graphe, les outages, les targets, on a les property maps qui permettent d'accéder aux données. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est venir y plugger des représentations de graphes ou des représentations d'accès aux données. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un aspect combinatoire, on peut faire du mix and match. Et du coup, ça, c'est la promesse de la BGL, en fait. Donc, si on écrit un algorithme de Louvain générique, il faut que ça remplisse ça, sinon ce ne sera jamais mergé dans Bootstrap. Et du coup, on avait vu un pseudocode pour la fonction de qualité de l'interface. En fait, on se rend compte qu'il y a 2 types d'interfaces. Il y a une interface très naïve, mais qui est très utile quand même. C'est je te donne un graphe, je te donne un mapping de communauté, donc un groupement de communauté, et je te donne des poids d'arête. Je veux que mon critère avec ça me génère un nombre, qui soit l'index de qualité. Ça, c'est très basique, c'est hyper générique, mais par contre, ça va avoir un impact. Ça veut dire qu'on va recalculer la fonction de qualité à chaque fois qu'on est sur tout le graphe, à chaque fois qu'on essaye de bouger un nœud. Donc c'est simple, c'est très simple à implémenter, c'est très simple mathématiquement, parce que mathématiquement, ça a des impacts d'essayer d'avoir cette localité. Et du coup, on fait un constat où on gagne en généricité, mais on a, par mouvement de node, on a un coût de OM comparé à un O de 1 qu'on pourrait avoir avec un update incrémental de la fonction de qualité. Du coup, ça nous incite à quand même essayer de travailler l'interface incrémentale, même si elle est horrible. Et ça nous demande comment est-ce qu'on update cette qualité. Comme je disais, il y a une fonction prepare qui va être appelée à chaque niveau hiérarchique de Louvain. On va lui donner plein de trucs. L'idée, c'est qu'on va lui donner le graphe, le mapping de communauté, les poids, etc. Et ça va préparer toutes les quantités qui sont censées être updatées au cours de l'algorithme. Et ces quantités-là, y compris le petit state, là que vous voyez, c'est un vecteur de community state, c'est un vecteur de petite structure, la petite structure qu'on avait vue tout à l'heure.
Et ben, quand on fait une opération remove, on lui dit, on dit que c'est à la fonction de qualité, sa responsabilité, c'est d'updater les objets state en fonction des quantités qu'on lui fournit derrière. Et du coup, chaque fonction de qualité, en fonction de sa définition mathématique, sait quelle modification faire. Ça, c'était pour enlever le nœud de mule à la communauté bleue. On sait qu'il faut l'insérer dans la communauté rouge, donc on a une interface qui ressemble en signature. Et à la fin, il fallait calculer le delta F, la grosse formule mathématique. Ça, c'est hyper efficace parce que du coup, elle n'a plus qu'à accéder aux différents termes de l'équation et elle fait 2 divisions, une addition. Et puis voilà. Donc ça, c'est l'interface incrémentale sur laquelle j'essaye de travailler. J'en ai une, en fait, j'en ai une qui compile, qui marche et qui run les tests, mais elle est trop verrouillée sur la modularité. C'est pour ça que je vous montre là un petit peu plus générique qui est en cours. Pour une implémentation réelle, par exemple dans Goldberg, dans une structure de Goldberg density, on pourrait avoir cette fonction-là. Elle récupère des objets de cette signature. Vous voyez qu'il y a des paramètres qui ne sont pas utilisés, parce que toutes les fonctions de densité n'utilisent pas forcément les mêmes infos, mais il faut qu'elles aient une interface cohérente. Et tout ce qu'elle fait, là vous retrouvez un petit peu l'idée des 2 barres d'histogramme qui augmentaient et qui descendaient. On enlève ACIN et ACW, 2 quantités. Et du coup, quand on a l'insertion, c'est pareil, on a les communautés rouges, les 2 barres de la communauté rouge qui augmentent, c'est CIN et C+, CIN et CW à qui on additionne des choses. Là, le titre est un peu mal trouvé, c'est pas forcément une politique, c'est plutôt un pattern de visiteur au sens de la Bootstrap Library. Si on devait définir qu'est-ce que c'est une fonction qualité en implémentation qui fonctionne dans le cadre de la BGL, ça aurait sans doute une gueule comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la structure Goldberg Density, elle n'est pas templatée. À l'intérieur, elle définit comme service un type qui te dit quel est le community state que je manipule. Ça, c'est templaté et c'est utilisé depuis l'intérieur de l'algorithme, c'est récupéré. Et après, pareil, même concept avec la petite structure nested de contexte. Elle définit elle-même ce dont elle a besoin comme contexte et elle sait comment instancier ça en fonction des informations que l'algorithme va lui fournir. Et après, on a prepare, remove, insert, gain et quality. Et du coup, comme je vous disais, il y a les interfaces non incrémentales qui sont très naïves, très sympathiques mathématiquement, pas sympathiques du tout au niveau des performances. Ça veut dire que si j'ai un mathématicien qui a envie de tester un nouveau critère, il n'a pas forcément envie de commencer à travailler avec une interface incrémentale. Du coup, on a inclus 2 chemins d'exécution qui sont choisis à la compilation. Si ma fonction de qualité que j'injecte, comme Goldberg ou une autre, a une interface naïve, on va recalculer la modularité à chaque mouvement de node. Et par contre, si jamais elle a une interface incrémentale, dans ce cas-là, on utilise les mouvements locaux et on gagne. Du coup, on a un peu les deux. On a un truc générique, très générique et pas efficace, et un truc très efficace mais moins générique. Pour appeler Louvain, c'est tout simple. On fait Louvain clustering, on lui passe le graphe, les communautés, les poids et un RNG, parce que c'est une heuristique, donc il y a du random sampling dedans. Alors du coup, là par défaut, on est en train de passer Newman-Girvan, parce que c'est vraiment la plus populaire et de très loin. Si on devait choisir une fonction de qualité, on essaierait de la fournir comme dernier argument à l'appel. Donc là, vous avez la différence entre un appel par défaut et un appel dans lequel vous injectez vous-même votre fonction de qualité. Et Shimalik, c'est une autre fonction de qualité avec laquelle elle a besoin d'un petit paramètre. Ça serait une manière de l'instancier. OK. Sam algorithme, différentes objectives. Donc le squelette reste le même. Et le squelette, sa signature, il ressemble à ça. Donc il y a des templates un peu partout. Ce qu'on voit, c'est que le graphe, il est arbitraire. Le stockage des labels de communauté, c'est arbitraire. La propriété, la manière de représenter les données le long du graphe et le type de générateur aléatoire, c'est arbitraire. La signature n'est pas confortable du tout. Par contre, le sidecall, la manière dont vous l'appelez, la diapo précédente, c'était relativement confortable. Donc ça ressemble à ça. Et là, dans la signature, on montre aussi ce que je n'avais pas montré juste avant. Et là, il y a le mean improvement inner et le mean improvement outer. C'est les 2 epsilon, les 2 thresholds qui contrôlent à la fois la performance de l'algorithme, mais aussi son runtime. Et si on devait appeler l'algorithme avec toute l'architecture autour, dans du code BGL, ça ressemble à ça. On construit le graphe, on déclare une adjacency list.
on règle les petits détails de représentation interne des données. VecS, VecS, c'est les sélecteurs qui sont plus efficaces dans ce genre de contexte. On prend un graphe undirected, et puis après, on dit qu'il n'y a pas de propriété particulière attachée au nœud du graphe, et qu'il y a un poids associé aux arêtes. Et après, pour préparer des property maps, on s'y prend comme ça. Ça, je vous l'ai déjà montré. C'est la manière dont créer la première map de communauté. Et ensuite, pour le clustering, on l'appelle, on lui fournit les informations dont il a besoin. Et ce qui est intéressant, que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, en type de retour, on obtient la mesure de la qualité finale du groupement, du groupement final. Mais aussi, on a un output parameter qui est la community map qu'on a injectée au début. Cette community map, elle va nous être retournée parce qu'on a besoin de savoir pour chaque nœud quels sont les labels de communauté qui ont été découpés. Donc c'est comme ça qu'on lirait le code. Ouais, ça c'est bon. Et puis du coup, quand on implémente un algorithme, une heuristique aussi générique, il y a 3 questions qu'on se pose. C'est est-ce que mon algorithme il est correct? Est-ce qu'il tourne relativement vite? Et est-ce qu'il est plus général, plus générique que ses voisins, que ses compétiteurs? Et j'ai fait quelques benchmarks pour essayer de voir où est-ce qu'on en est avec la version actuelle. Donc en termes de correctness, on peut regarder ici, on va travailler sur des graphes synthétiques. On va faire augmenter la taille du graphe, c'est le 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, et ça nous donne des tailles de graphes de plus en plus grandes. Et on va regarder sur ces graphes-là combien on trouve de communautés pour chacun des outils de détection de communautés que je connais. Il en manque un, parce que je ne sais pas pourquoi le benchmark ne l'a pas généré, mais il existe. Alors NetworkX, c'est un framework Python qui implémente Louvain. yGraph, c'est un framework C qui implémente Louvain. GenLouvain, c'est une implémentation C++ qui manque ici, qui aurait dû être rouge, mais elle va réapparaître après. Et ensuite, on a toutes les implémentations de la BGL. Quand je dis les implémentations de la BGL, c'est qu'on a un algorithme dans lequel on est en train d'injecter plusieurs types de représentations de graphes. C'est pour ça que vous avez plein de courbes différentes de couleurs pour la BoostGraph Library. Pourquoi il y a un epsilon-6? C'est qu'en fait, c'est GenLouvain. Je crois que c'est yGraph qui prend un epsilon de 0 et qu'on ne peut pas modifier. Enfin, c'est pas injectable. Et GenLouvain, il prend un epsilon de 10 puissance moins 6 et c'est pas injectable non plus. Donc si je voulais un moyen de comparer tout le monde, il fallait que je prenne un 0 par défaut et un 10 puissance moins 6 pour epsilon. Et puis ce qu'on voit, c'est que en termes de nombre de communautés détectées, tout ce petit monde s'aligne relativement bien. Tout le monde semble à peu près d'accord. Il y a un peu de variance, ce qui n'est pas aberrant pour un heuristique, mais ce n'est pas affolant. Et quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu rassuré. Et j'arrive pas à avancer. Hop. Une autre manière de faire, là c'est tout petit, j'espère que vous avez de bons yeux, c'est que là on travaillait sur des grands graphes synthétiques. On peut aussi travailler sur des petits graphes qui sont réels. Donc dans la littérature des graphes, il y a plein de types de graphes. Il y a le Karaté Club, c'est plein de petites instances de réseau qui ont été tellement étudiées et tellement benchmarkées que ça donne un petit peu, on sait à quoi s'attendre en cours. Donc quand on fait des benchmarks sur des graphes, on finit toujours par faire ça. Et là, on voit pareil, on a en ordonnée les types de graphes réels. En abscisse, on a le nombre de communautés détectées en moyenne. Et on voit que quelles que soient les implémentations, NetworkX, iGraph, GenLouvain ou la BGL, tout le monde a à peu près la même variance en nombre de communautés détectées. Donc ça aussi, c'est relativement rassurant. Et maintenant, ça c'était pour la correctness. Maintenant, en termes de runtime, qui est très lent, ça ne fait pas beaucoup de surprises en fait. Donc on a les graphes synthétiques en abscisse, on a le temps que ça prend en ordonnée. Les deux gros perdants, c'est le framework Python et l'implémentation de matrices d'adjacence de la BGL. Ça fait du sens, c'est que Python, on le sait, quand on le choisit, ce n'est pas pour ses performances. Et la matrice d'adjacence, vu qu'on passe notre temps à itérer sur des voisins qui sont vides, on perd un temps fou. C'est pour ça que j'ai même dû arrêter le benchmark là, parce que déjà, ça faisait exploser le temps de CI. Et ce qui est encourageant, c'est que si on regarde où se situe la BGL, elle est plutôt dans le bas de ces courbes-là, notamment l'implémentation BGL VecS avec un epsilon de 0 ou un epsilon de E-6. Le plus efficace, c'est E-6, parce qu'évidemment, c'est moins stringent, donc on demande à l'algorithme de moins aller gratter des gains de plus en plus petits.
Et on a pu vérifier juste avant que même avec un epsilon de -6, on n'avait pas une trop grande dégradation du découpage en communauté. Et je vous ai un peu embêté avec interface naïve versus incrémentale. Et du coup, c'était intéressant de montrer pourquoi c'est important. C'est que là, on a en abscisse plusieurs structures de données de graphes, plusieurs représentations de graphes, avec plusieurs tailles de graphes différentes. Mais en gros, en vert, on a injecté dans l'algorithme de Louvain, pour les mêmes graphes, on a injecté une fonction de modularité qui respectait l'interface incrémentale, et en rouge, qui était juste une implémentation naïve. Et ben, on voit qu'en fait, il y a quand même un bon gain en performance quand on a une interface incrémentale, parce que du coup, on n'est pas obligé de recalculer tout le temps la métrique. Et ça, c'est attendu sur des grands graphes. On s'attend à ce que cette différence explose. Donc voilà, ça c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop tué. Il y a quoi qui vient derrière? J'aimerais bien, en termes d'objectifs, j'aimerais bien finir Louvain. Ça veut dire continuer à travailler cette interface, généraliser les critères de terminaison, parce que c'est aussi un gros point de variation. Ce n'est pas forcément epsilon la bonne attraction. Il y a plein de gens qui travaillent sur plein de trucs différents. J'aimerais bien aussi continuer à agrandir les méthodes de détection des communautés dans la Bootstrap Library. Ça veut dire des algorithmes tels que Leiden, tels que le Stochastic Block Model. Le label Propagation, c'est un des plus faciles, donc ça devrait aller. Et puis j'aimerais bien quand même faire des trucs un peu plus reposants, donc résoudre des petits bugs de la BGL qui existent. La documentation, ça ne va pas être reposant, parce que si vous avez traîné sur la doc de la Bootstrap Library, c'est du vieux HTML d'il y a 26 ans. Ils ont fait un travail énorme il y a 26 ans, mais du coup, c'est un peu... les choses ont changé, il faudrait complètement la réécrire. Et puis avec Jeremy Murphy, donc le mainteneur principal, on commence à se poser des questions sur peut-être une V2, parce que pareil, en 26 ans de C++, il y a plein de choses qui ont fini. Puis là, je vous ai mis un petit... moi aussi, j'ai des QR codes partout. Mais si vous voulez, si ça vous intéresse, etc., j'ai mis un petit survie avec juste quelques questions. Je ne vous embêterai pas, promis. Et j'ai fini. Merci à tous pour votre attention.